Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à explorer petit à petit la généalogie des personnages clés du Wizarding World, en s'intéressant cette fois-ci à l'un des personnages les plus populaires de la saga, mais aussi les plus intéressants car il nous vient tout droit du côté obscur de la Force, pour reprendre la célèbre formule de Star Wars. Après vous avoir parlé de la famille de Harry Potter, la famille à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui n'est autre que la famille de Draco Malfoy. Draco Malfoy, personnage à la fois détestable, méchant, mais au final tellement touchant, vient d'une famille noble et de sang pur, mais pas de n'importe quelle famille. En effet, l'histoire de ce clan est absolument passionnante et vient recouper de nombreuses périodes historiques du monde des Moldus. Peut-être, juste avant de dérouler l'histoire de la famille Malfoy, il peut être intéressant de regarder de plus près les origines de ce nom, pas comme les autres. Pour choisir les noms de ces personnages, J.K. Rowling s'est souvent inspirée des personnes qu'elle a pu croiser dans sa vie. Que ce soit dans l'église qu'elle nettoyait quand elle était petite avec sa sœur, ou que ce soit dans les cimetières d'Édimbourg, les sources d'inspiration de J.K. Rowling étaient vraiment légion. Mais pour Malfoy, c'est bien un élément original des livres. Elle a déclaré en effet qu'elle s'était inspirée d'une expression en ancien français, à savoir « malfoi », et qui signifiait en réalité de mauvaise foi. J.K. Rowling, qui a du sang français dans ses veines et dont son arrière-grand-père est mort à Verdun, est une amoureuse de la France, de sa culture et de son patrimoine. Il n'est donc pas très étonnant que l'on retrouve quelques hommages plus ou moins funestes à notre pays dans la saga Harry Potter, mais de cela nous reparlerons probablement dans une prochaine vidéo. Il faut savoir que au tout début de l'aventure Harry Potter, quand les premiers tomes de Harry Potter sont sortis en France, et c'était le cas également pour les jeux vidéo Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets, mais également Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le personnage de Draco Malfoy était toujours prononcé Draco Malfoy, parce que effectivement les éditeurs à cette époque-là s'étaient dit que c'était pas nécessaire de faire la transposition en anglais, puisque la volonté notamment de Gallimard, a été de mettre en fait une traduction française à chaque nom qui avait été donné. Par exemple, Newt Scamander était devenu Norbert Dargono, Neville Longbottom est devenu Neville Londubat, et donc pour Draco Malfoy, ils avaient décidé que ce serait non pas Drago mais Draco, et Malfoy au lieu de Malfoy, pour qu'il y ait une meilleure identification des jeunes lecteurs français à l'œuvre de J.K. Rowling. Enfin bref. Plongeons sans plus attendre dans l'histoire de la famille Malfoy. Et pour cela, il va falloir remonter loin, très loin même, à une époque bien antérieure d'ailleurs à l'apparition des Potter, puisqu'en fait on va retrouver les origines de la famille Malfoy au XIe siècle. Rien que ça, et pas n'importe où, puisque tout cela commence en réalité en France. En effet, la famille Malfoy est originaire de France et plus particulièrement de Normandie. C'est donc au XIe siècle qu'Armand Malfoy va devenir le tout premier de sa lignée à mettre le pied en Angleterre, puisqu'il accompagne Guillaume le Conquérant lors des invasions normandes. Armand est à l'époque un prénom noble, c'est-à-dire qu'il est donné dans les familles dont le sang et les origines viennent de la noblesse. Armand Malfoy est un militaire aguerri qui va faire ses preuves durant les combats. En récompense de ses actes héroïques, il obtiendra des terres dans le Wiltshire, qui est un comté du sud-ouest de l'Angleterre, particulièrement agricole, et donc pour le remercier pour les nombreux services qu'il aura rendus au désormais roi Guillaume Ier d'Angleterre, évidemment, Armand Malfoy va pouvoir en bénéficier. Il ne fait pas mystère que Armand Malfoy était un sorcier et provenait déjà d'une lignée de sang pur, mais là-dessus, J.K. Rowling ne nous en a pas véritablement dit plus. On n'entendra plus tellement parler des Malfoy à peu près jusqu'au XIVe siècle. Pendant ce temps-là, pendant ces 3 siècles, les Malfoy vont continuer à développer leur fortune, obtenue notamment grâce aux terres très fortement agricoles de Wiltshire et aux revenus qu'ils touchent des cultures, mais aussi des habitants moldus qui occupent les terres. Le XIVe siècle en Europe, c'est un siècle qui est très sombre, avec l'émergence et la prolifération sans limite de la peste noire. Évidemment, les sorciers ne semblent que peu touchés par cette pandémie car ils savent s'en protéger. Mais il se murmure que Nicolas Malfoy aurait profité de cette occasion pour se séparer très discrètement de quelques paysans qui occupaient ces terres et qui étaient un peu plus récalcitrants, on va dire, que les autres. On imagine évidemment sans mal que lors de cette période qui vit disparaître plus de la moitié de la population européenne, un certain nombre de gens ont dû cacher pas mal de meurtres et d'autres disparitions, évidemment sous le prétexte de la peste noire. Au XVIe siècle apparaît le tout premier Lucius Malfoy. Il fut donc le tout premier du nom selon J.K. Rowling. De nombreux éléments de l'époque laissent à penser d'ailleurs que Malfoy a tenté ni plus ni moins que de demander en mariage l'une des plus grandes reines d'Angleterre, à savoir Élisabeth Ier.
Seulement, Elisabeth, dont tous les conseillers espéraient un mariage le plus rapidement possible, a souhaité conduire Lucius Malfoy. On dit à ce moment-là que Lucius fut tellement énervé d'avoir été éconduit par la jeune reine qu'il lui aurait lancé un maléfice, l'empêchant ainsi de se marier. Il est vrai que malgré un règne de 44 ans, ce qui était absolument énorme à l'époque, la reine Elisabeth ne se mariera en effet jamais. On imagine sans mal les répercussions qu'aurait pu avoir l'union entre la reine d'Angleterre et un Malfoy sur le destin de la Grande-Bretagne. Nous sommes à cette époque dans une période où la sorcellerie est de plus en plus mal vue et qui conduira près de 100 ans plus tard à la signature du Code international du secret magique afin de protéger les sorciers de la persécution des Moldus. Il est fort probable que la volonté qui était celle de Lucius Malfoy Ier aurait pu être d'inverser le cours des choses à cette époque. Donc ce fut un échec. Seulement, la proximité des Malfoy avec les arcanes du pouvoir ne va pas s'arrêter là. Au contraire, elle va même trouver une seconde jeunesse grâce à l'adoption du Code international du secret magique en 1689. Pour assurer la sécurité du monde des sorciers, les structures institutionnelles comme le ministère de la magie vont commencer à s'installer peu à peu. C'est donc sans surprise que, 100 ans plus tard, on apprend qu'un certain Septimus Malfoy bénéficie d'une très grande influence sur le ministre de la magie, Flagorner Osbert. Les mauvaises langues iront d'ailleurs jusqu'à dire que Septimus était en réalité le vrai ministre de la magie, et cela va durer près de 10 années. La fortune des Malfoy va s'accroître considérablement à cette époque. Il s'agit d'une des familles les plus riches du monde des sorciers et qui compte déjà un solide réseau de connaissances à tous les postes de pouvoir du ministère de la magie. Alors maintenant, on va faire un petit bond jusqu'au XXe siècle. Au XXe siècle où on va faire la connaissance de Abraxas Malfoy qui va donner naissance à Lucius Malfoy qui sera donc le futur père, évidemment, de Drago Malfoy. Quelques années plus tard, ce cher Abraxas sera particulièrement sous le feu des projecteurs puisqu'il va avoir participé à un complot qui visait à déstabiliser ni plus ni moins le ministre de la magie de l'époque, à savoir Nobilic. Alors, il faut savoir que Nobilic était le premier ministre de la magie à être né moldu, ce que les familles évidemment de sang pur ne pouvaient pas accepter sans répondre, surtout à cette époque assez troublée qui voyait arriver plus ou moins déjà les prémices de la première guerre des sorciers. Abraxas Malfoy, le grand-père de Drago, décédera comme son épouse quelque temps plus tard de la dragoncelle, à l'instar d'ailleurs des grands-parents de Harry Potter, comme on a pu vous en parler dans les généalogies des Potter. Après le décès de ses parents, le jeune Lucius Malfoy va décider de rejoindre les troupes de Lord Voldemort lors de la première guerre des sorciers. Il deviendra même un mange-mort assez proche. Voldemort d'ailleurs lui confiera même un Horcrux, à savoir son propre journal. Évidemment, il ne précisera pas la nature de ce don un peu particulier. Lucius Malfoy devient un passionné de magie noire jusqu'à posséder lui-même une sacrée collection dans la pièce secrète de son manoir. Il considère les Moldus comme des êtres inférieurs et n'aura de cesse que de faire prospérer ses thèses grâce à une influence extrêmement politique vis-à-vis du ministre de la magie de l'époque, à savoir Cornelius Fudge, et de ses hauts fonctionnaires. Il n'aura d'ailleurs pas suffisamment de mots pour couvrir d'éloges la délicieuse Dolores Ombrage quand celle-ci sera nommée grande inquisitrice à Poudlard et un peu plus tard directrice par intérim de l'école de sorcellerie. Lucius Malfoy épousera Narcissa Black, l'une des cousines de Sirius, et de cette union va naître donc Drago Malfoy qui sera le seul enfant du couple. D'ailleurs, la scolarisation de Drago Malfoy sera un point d'échauffement entre les deux époux puisque Lucius tenait absolument à ce que son fils soit scolarisé à l'école de Durmstrang, alors que Narcissa se refusait à voir partir son fils si loin et préférait évidemment qu'il soit scolarisé, tout comme son père et comme elle-même, à Poudlard. Elle finira donc évidemment par remporter le morceau, mais ça en dit long sur la volonté de Lucius Malfoy de donner très tôt à Drago Malfoy le goût de la magie et de la magie noire qui est enseignée à Durmstrang. Lucius Malfoy n'oubliera jamais rien des pratiques qui furent les siennes lors de la première guerre des sorciers. Il continuera à faire vivre les idées de Voldemort durant sa disparition. On se souvient de la tentative de provoquer quelque chose en déposant le journal de Tom Jedusor dans le chaudron de Ginny Weasley sur le chemin de traverse. Il conduira également les Mange-Morts à la Coupe du Monde de Quidditch. Et on se souvient également de l'attaque du ministère de la Magie pour récupérer la prophétie dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Néanmoins, Voldemort ne le considérera véritablement jamais comme une personne digne de confiance. Il servira plus de serviteur qu'autre chose, et en même temps, comment pourrait-il en être autrement, sachant que Voldemort ne fait véritablement confiance à personne, si ce n'est peut-être effectivement Bellatrix Lestrange. Donc Lucius ne passera que très peu de temps à Azkaban malgré son soutien permanent à Voldemort. En fait, en réalité, il n'ira qu'à une seule reprise après la bataille du ministère de la Magie, mais il n'y restera pas très longtemps.
lors de la première guerre des sorciers. Il assura avoir été soumis au sortilège de l'Imperium. Et quant à la seconde guerre des sorciers, ils changèrent une dernière fois de camp pendant la bataille de Poudlard. Et on sait évidemment à quel point Narcissa Malfoy fut déterminante, tout comme Drago dans une certaine mesure, dans la victoire de Harry Potter lors de la bataille de Poudlard. Peu à peu, les Malfoy vont finir par tomber dans l'oubli. Draco va se marier avec une jeune femme du nom d'Astoria Greenclass et aura un seul enfant du nom de Scorpius Malfoy. Scorpius Malfoy sera l'un des personnages centraux de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Et Drago ne se remettra jamais véritablement du décès très prématuré de sa femme en 2019 et de toutes les rumeurs qui ont couru sur la filiation de son fils, à savoir que son fils aurait été éventuellement le fils de Voldemort. Draco, sans devenir véritablement un intime des Potter, aura des relations moins conflictuelles qu'auparavant quand même avec cette famille et ils sont même prêts à s'unir ensemble pour le bien de leurs enfants. Voici ce que l'on pouvait dire grosso modo de l'histoire de la famille Malfoy. C'est une histoire qui est sombre, où va se croiser l'histoire, le pouvoir, la noblesse, l'argent. Au final, c'est une grande fresque de la grandeur jusqu'à la décadence totale d'une famille qui a traversé les siècles, qui a traversé les histoires, qui a traversé l'épopée. Au final, c'est une grande fresque de la grandeur jusqu'à la décadence totale d'une famille qui a traversé les siècles, qui a traversé l'histoire, qui a traversé les grandes batailles, qui a traversé les moments qui ont constitué l'histoire européenne et qui se termine évidemment dans le chagrin et la douleur après la bataille de Poudlard et la mort de la femme de Draco Malfoy. Voilà. Ce qu'on pouvait dire grosso modo sur la famille Malfoy, c'est qu'évidemment c'est une famille assez différente de celle des Potter, comme vous pouvez le voir. C'est une famille qui, là pour le coup, a été un peu moins discrète que la famille des Potter à se construire. On imagine sans mal tout ce qu'il a pu se passer derrière les complots et la prise de pouvoir qui a été celle des Malfoy. Néanmoins, vraiment, c'est une histoire qui est intéressante. Et d'ailleurs, n'oublions pas un petit détail, c'est que Draco Malfoy fut l'un des possesseurs de la baguette de Suro, à partir du moment où il a désarmé en haut de la tour d'astronomie le professeur Dumbledore. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On espère que vous allez avoir appris plein de choses sur cette famille et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la généalogie des familles de Wizarding World. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de regarder nos précédentes vidéos si vous ne les avez pas encore vues et on vous souhaite à tous une très bonne journée. À très bientôt.